16h45, ravi de vous retrouver sur LCI dans le grand dossier anéantir les infrastructures de l'Iran en 2 jours. C'est la nouvelle surenchère de Donald Trump dans Air Force One tout à l'heure, de retour du sommet de Pékin. Ma patience a des limites. On sent bien que Trump ce soir est à nouveau horripilé par l'Iran et prêt à reprendre les bombardements. Pour faire quoi ? Pour rouvrir le détroit d'Ormuz, bien sûr, mais aussi récupérer l'uranium iranien. Et là, il serait même prêt, Donald Trump, à accepter un accord de 20 ans si Téhéran s'engage à ne plus enrichir son uranium. Et puis on reparle cet après-midi de Cuba, l'Amérique décidément sur tous les fronts. À la surprise générale, le directeur de la CIA était hier à La Havane. Cuba, sans pétrole, vous le savez, sans électricité, avec une population qui commence à descendre dans la rue. L'île communiste qui n'aurait plus d'autre choix que de s'entendre, de dealer avec les Américains. Voilà pour le menu de ce grand dossier, avec tous nos correspondants répartis sur la planète et nos invités. C'est parti. Nous avons une totale victoire militaire. Nous avons anéanti toute leur marine, toute leur armée de l'air, tous leurs radars, toutes leurs usines pour construire les missiles. Nous avons aussi tué tous leurs dirigeants. 95% de leurs usines de fabrication de missiles sont détruites. Nous avons tout anéanti. En revanche, nous n'avons détruit qu'un seul pont parce qu'ils se sont mal comportés. Si on le voulait, on pourrait détruire tous leurs ponts et toutes leurs infrastructures électriques en 2 jours. Voilà, Donald Trump qui fait toujours dans la nuance. Il y a quelques jours, c'était détruire la civilisation iranienne. Là, c'est détruire les infrastructures. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez dans un instant. Gallagher Fenwick, bonsoir. Bonsoir Damien. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. À vos côtés, Hélène Bonnet, journaliste internationale LCI. On est ravis d'accueillir Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. Bonsoir à vous. Et le général Gilles Aberet, ancien général inspecteur de l'armée de terre, enseignant à l'Institut catholique de Paris. Gallagher, ça veut dire quoi ça ? En 2 jours, je détruis toutes les infrastructures, les ponts, les réseaux d'électricité, etc. C'est la nouvelle surenchère ? C'est l'expression d'une frustration qui est très réelle de la part d'un président qui confond la force et la puissance. Les Américains, d'un point de vue capacitaire, pourraient effectivement très facilement commettre tout un tas de crimes de guerre et le président peut professer des propos génocidaires comme celui qui consiste à menacer d'éteindre ou d'effacer plutôt, comme il écrivait sur son réseau social, toute une civilisation. Mais pourquoi dit-il cela ? Parce qu'il n'est pas parvenu à ses fins, que le voyage à Pékin, une autre excursion pour employer une expression qui lui est désormais, dont il est désormais coutumier, ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Il est arrivé à Pékin en position de faiblesse, notamment parce que ce spectre qui devait s'éloigner, rappelez-vous qu'il a repoussé ce voyage, était extrêmement présent lors de ce déplacement à Pékin, au cours duquel il n'a, sur ce dossier et sur d'autres, on va peut-être en parler. Il espérait plus d'appui de la Chine là-dessus ? Bien sûr, il espérait que la Chine consente à faire pression sur le régime de Téhéran, ce qu'elle ne va absolument pas faire, en tous les cas, pas pour aider les Américains. Ouais. Bonsoir Sonia Dridi, merci d'être en duplex avec nous de Washington. J'allais vous dire comment est-ce qu'on accueille aux États-Unis cette nouvelle diatribe de Donald Trump, détruire les infrastructures iraniennes en seulement 2 jours. Bien, les Américains sont habitués à la surenchère du président américain. Côté démocrate, c'est une surenchère qui est de nouveau très critiquée. Et côté républicain, beaucoup veulent qu'il continue de mettre la pression sur l'Iran. Donald Trump qui a notamment lancé lors d'une interview sur la chaîne Fox News qu'il n'allait plus rester patient très longtemps. Et dans l'avion de retour vers Washington, il a dit quelque chose d'intéressant puisqu'il a parlé du cessez-le-feu au passé en disant nous avons eu un cessez-le-feu d'1 mois à la demande du Pakistan. Il insiste sur le fait que c'est le Pakistan qui a voulu ce cessez-le-feu alors qu'on sait que ce président voulait également un cessez-le-feu pour tenter d'obtenir un accord et éviter de reprendre les hostilités. Mais ces derniers jours, il s'est montré, selon plusieurs responsables d'administration, de plus en plus enclin à lancer une nouvelle opération militaire contre l'Iran. Selon NBC, le Pentagone a même un nouveau nom pour
une éventuelle nouvelle opération militaire, opération massue. On savait que Donald Trump ne prendrait pas sa décision avant de partir pour la Chine et désormais, soit il l'a prise dans l'avion, soit il pourrait le prendre dans les prochains jours. Merci beaucoup Sonia Dridi en direct de Washington. Est-ce que c'est pas un peu aussi, Nicole Bacharan, un aveu de faiblesse de la part de Trump? C'est-à-dire, je suis pas arrivé à mes fins, donc on y retourne, on rebombarde. Oui, il n'arrive pas à trouver la porte de sortie, c'est évident. Et il a besoin d'une victoire, sous une forme ou une autre, mais il a besoin de pouvoir dire j'ai gagné, et le régime iranien a cédé. Et le régime iranien ne cède rien. Rien du tout. Et en plus de n'avoir rien cédé, ni sur le nucléaire, ni sur le balistique, ni sur les proxys, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, ce qui fait que le monde entier... On le sent excédé. Voilà, le monde entier est témoin de cet échec de Trump à maîtriser ce qui se passe sur le terrain, et particulièrement dans le détroit d'Ormuz. Donc, est-ce qu'il faut penser qu'il y a une vraie stratégie derrière cette annonce de bombardement massif qu'il pourrait effectivement faire? Je veux dire, détruire les ponts, ça veut dire fragmenter l'Iran, rendre les communications beaucoup plus difficiles, donc affaiblir le régime d'autant plus. Mais quand on a entendu hier l'amiral qui dirige le CENTCOM, donc l'armée américaine au Moyen-Orient, visiblement pour lui, il a tenu son rôle de militaire, c'est-à-dire il a dit, voilà, il y a des options, mais c'est pas moi qui vais décider. Évidemment. C'est évidemment une décision politique. Justement, général, l'Amérique a les moyens de faire ça, de réduire à néant les ponts, les réseaux électriques, les infrastructures civiles? Alors, les réduire par des frappes ciblées, oui, bien évidemment. La question est celle du temps. En 48 heures, bien évidemment, c'est hors de portée. Ah bon? Donc quand il dit ça, vous, militaires, vous y croyez pas? Alors, moi, je n'y crois pas, tout simplement parce qu'on est, encore une fois, et toujours dans une question de communication et de dialogue avec l'Iran et les différents acteurs au conflit. Qu'il y ait une reprise des frappes parce que la réponse iranienne, pour l'instant, ne le satisfont pas, est une chose. De l'autre, pouvoir espérer traiter le problème par une série de frappes en 48 heures, je pense qu'on a hors de portée. Mais je vais revenir à l'idée de la frustration. Je trouve que cette image est très très bonne. On a une puissance militaire extraordinaire qui a l'habitude de compter les actions en victoire ou en défaite. Or là, il y a une beaucoup de communication. Et beaucoup de communication. Ouais. Mais il y a une question qui est fondamentale dans le dossier iranien, c'est la question du temps. C'est-à-dire que le temps de M. Trump n'est pas le temps des Iraniens. Et donc, lorsqu'on est en négociation, même si ça peut frustrer le président américain, eh bien, chacun a des cartes et on essaye d'équilibrer et de venir à une position de consensus. Alors, écoutez justement le ministre iranien des Affaires étrangères, qui n'y croit pas une seconde et qui lui tient la dragée haute. Ils ont proposé des négociations. Nous sommes intéressés par des négociations. Mais seulement si l'autre partie est sérieuse. Et s'inscrit dans une logique de véritable pourparlers. Nous n'avons aucune confiance dans les Américains. C'est un fait. C'est le principal obstacle à tout effort diplomatique. Voilà, le ministre iranien Hélène Bonnet des Affaires étrangères qui sourit même en disant non, on a l'impression qu'il traite ça par pertes et profits, il n'y croit pas une seconde. On sent le décalage complet, comme le disait le général, là, entre un Trump sûr de lui, on y va, 2 jours nous suffisent, et les Iraniens qui disent cause toujours. Parce que c'est pas la première fois que les Iraniens font l'objet de ce type de menaces, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a rembobiné et qu'on se retrouve il y a quelques semaines où déjà Donald Trump formulait ce type de menace. Donc oui, on sent la frustration du président. Il a finalement, on voit que les Iraniens, suite à cette rencontre avec la Chine, se sentent confortés en quelque sorte. D'ailleurs, ils le disent, on a de très bons rapports avec la Chine, on est tout à fait d'accord pour que les Chinois viennent nous donner un coup de main dans ce conflit. Donc c'est presque, ils se moquent presque des États-Unis dans ces conditions. Et plus Donald Trump s'enlise, plus cette confiance iranienne
gonfle en quelque sorte, même si tout n'est pas facile pour les Iraniens. Mais on sent que voilà, plus les Iraniens résistent à Donald Trump, plus ils ont confiance dans leur capacité à continuer de le faire. Ouais, mais Gallagher, qu'est-ce que Trump attendait vraiment de la Chine ? Parce que ça n'a pas été arrêté d'être des louanges depuis 48 heures, Xi Jinping est formidable, j'ai fait des accords fantastiques, etc. Et puis là, on s'aperçoit derrière le dessous des cartes que non, ça ne s'est pas bien passé. Alors, il y avait énormément de dossiers sur la table en Chine. On va se concentrer sur l'iranien, même s'il y en a d'autres qui mériteraient toute une émission. Je pense que l'intelligence artificielle est une thématique de la plus haute importance. Les limites de l'intelligence artificielle. Et la régulation en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais sur le dossier iranien, sans doute le président américain espérait-il que les Chinois, entre guillemets, lâchent les Iraniens du fait de leurs besoins en matière d'importation à la fois de pétrole, mais aussi de GNL à destination de la Chine. Ça représente une part franchement non négligeable de ce qu'ils importent. Mais les Iraniens... alors, vous lâchez pas un allié quand vous avez besoin de lui. Mais notamment, les Iraniens sont tout à fait conscients, si vous voulez, de cette demande et ont profité de la visite de Trump à Pékin pour faire savoir aux Chinois que leurs bateaux seraient libres de circuler par le détroit d'Ormuz. Donc ils continuent, si vous voulez, de tenir ce verrou, de ne pas le fermer à tout le monde, de faire très explicitement savoir pour qui il est ouvert et qui il est fermé. Ils l'ont dit, ils parlent en termes d'ennemis et d'amis ou de puissances non hostiles. Je crois que c'est l'expression qui est utilisée par le ministre. Il y en a plusieurs. Il y a les amis, les non hostiles et les ennemis. Exactement. Ouais. Et je crois que ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a dit presque de plus intéressant, c'est que, outre les propos qu'on a diffusés à l'antenne, il a dit, vous savez, les Américains nous ont fait savoir qu'ils souhaitent poursuivre les négociations. C'est une manière pour les Iraniens de se présenter en position de force en disant, ils viennent à nous, ils veulent continuer le dialogue, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire. En tous les cas, pas dans la boîte à outils trumpienne. Il pourrait y avoir une solution militaire si Donald Trump était prêt à déployer des centaines de milliers de soldats, de troupes au sol, et que une partie de la communauté internationale... On va en parler, mais ils savent les risques. Ils connaissent les risques. Ils ont eu le Vietnam, ils ont eu l'Irak juste à côté. Bien sûr. Non, par ailleurs, il faut quand même rappeler que quand Donald Trump en a appelé à la communauté internationale, que ce soit l'OTAN, les Nations Unies ou nous, les Européens, mais la Chine aussi, pour participer à la ouverture du détroit d'Ormuz, tout le monde avait piscine. Tout le monde lui a dit merci, mais non merci. Oui. Puis on n'a pas été prévenu, donc débrouillez-vous. Et c'est ce qui ajoute à sa frustration, c'est cet isolement qui éclate aux yeux du monde, isolement diplomatique, à part les Israéliens qui continuent de se tenir à ses côtés, mais avec là encore certains dissensus entre les objectifs américains et israéliens. Ce qui est amusant, c'est d'écouter aussi Marco Rubio, qui du coup, dès hier, disait de toute façon, on n'a pas besoin de la Chine sur ce sujet. What exactly did President Trump ask President Xi for when it comes to Iran? He didn't ask him for anything. I mean, we're not asking for China's help. We don't need their help. But he raises the issue. We raise the issue to make clear what our position is and to make it clear so they understand. Si vous n'êtes pas fluente en anglais, enfin vous avez compris le principe, on n'a pas besoin de la Chine, dit Rubio. Quelle hypocrisie! Mais ceci dit, je ne suis pas sûr, puisqu'on n'est vraiment pas dans le secret des conversations qui ont eu lieu, je ne suis pas sûr que Donald Trump ait franchement demandé l'aide de la Chine. Ah bon? Ça le fait apparaître dans une position de faiblesse qu'il doit absolument éviter. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas accueilli cette aide avec beaucoup de plaisir, mais comment obtenir du principal client du pétrole iranien la moindre chose alors que Trump essaye de couper tous les revenus de l'Iran à travers le pétrole. Donc Trump est seul, ce que disait Gallagher, à part Israël. Bon, évidemment, mais là Trump est isolé. Et l'Europe n'est pas totalement absente. On en reparlera parce que les intérêts se recoupent. Les pays du Golfe aussi ont besoin de la réouverture d'Ormuz et aimeraient bien être débarrassés de la menace iranienne. Mais entre les souhaits, les intérêts et puis une action pratique, il y a une grande marge. Et ce que je trouvais très intéressant à observer,
c'est la communication chinoise qui est très restreinte, comme toujours. Hein. Mais qu'est-ce qu'a dit Xi Jinping? Ne touchez pas à Taïwan. Ça, pour lui, c'était extrêmement important. Alors attendez, attends, je vous coupe parce que c'est trop drôle. Il a même pas dit ça. Regardez cette séquence quand un journaliste les interroge. Est-ce que vous avez parlé de Taïwan? Allons-y. Avez-vous parlé de Taïwan? Merci à tous. Monsieur, avez-vous parlé de Taïwan? Trump a été très discipliné. C'est formidable quand même. Pas son genre. Non mais attendez, ce qu'on vient de vivre là, Xie qui veut dire merci en chinois et thank you, et hop, on tourne le dos aux journalistes. C'est fabuleux. À part ça, sur l'Iran, c'est Donald Trump qui communique à la place de Xi Jinping, qui dit nous sommes d'accord pour que le détroit soit réouvert, nous sommes d'accord pour que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire, nous sommes d'accord pour que la Chine n'envoie pas d'armes à l'Iran, et ça, c'est purement, pardonnez-moi l'expression, du pipeau. Parce que la Chine n'a jamais reconnu envoyer des armes à l'Iran. Elle envoie des pièces, du matériel qui voire par d'autres pays militaires. Elle aide au renseignement. Elle ne va rien changer. Elle est alliée de l'Iran et non pas des États-Unis. Est-ce que, alors, prenons l'étage en dessous, est-ce que la Chine, générale, peut freiner les ardeurs de l'Iran? Rien que ça. Alors, je pense qu'il y a au moins un domaine sur lequel, parce que là, il y a toute la partie visible de cette réunion, et puis il faut jamais oublier qu'avant la réunion, pendant la réunion et à l'issue, il y a toujours des comités techniques qui traitent d'un certain nombre de sujets. Moi, je dirais que le sujet sur lequel peut-être les Américains ont demandé une aide à la Chine, c'est sur la question de l'uranium enrichi. Parce que comme la Chine ne veut pas de prolifération nucléaire, et que pour les États-Unis, c'est quand même une porte de sortie, cette affaire de l'uranium enrichi. Peut-être ont-ils demandé aux Chinois de peser dans une forme de négociation, non pas pour que cet uranium soit remis aux États-Unis, bien évidemment, c'est inacceptable pour le régime iranien, mais peut-être qu'il y a une forme de dépôt ou de traitement dans un autre pays. Enfin bref, une solution alternative. Sinon, pour le reste, je vois pas en quoi la Chine aiderait les États-Unis. Ah bah attendez, il y a quand même la réouverture du détroit d'Ormuz. La Chine en a besoin, comme tous les pays de la région, voire l'Europe. Et la Chine parvient à faire passer ses navires. Oui. Alors en payant apparemment. Hein, c'est ce qui se dit. Je vous fais écouter la réaction encore une fois. Siavosh Ghazi à Téhéran, qui lui aussi, trouve les affirmations de Trump sur le détroit d'Ormuz quelque peu, elles vont trop loin. Écoutez-le. Réagissons aux déclarations de Donald Trump qui a affirmé que les États-Unis pouvaient détruire les installations électriques, les centrales électriques et les ponts de l'Iran en 2 jours. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que l'Iran était prêt à la fois pour la diplomatie mais aussi pour la guerre. Les autorités militaires iraniennes affirment que l'Iran dispose de moyens importants pour donc mener des frappes contre les intérêts américains dans la région, les bases américaines dans la région, mais aussi les navires de guerre qui sont stationnés dans l'océan Indien, mais également contre les monarchies arabes du Golfe Persique. Donc on est prêt pour la guerre si jamais les États-Unis décident de frapper de nouveau l'Iran, mais on est prêt également pour la diplomatie. Mais en ce qui concerne la diplomatie, il faudrait que les États-Unis acceptent plusieurs conditions. Tout d'abord, le contrôle total du détroit d'Ormuz par l'Iran, avec un péage, des taxes que l'Iran va percevoir, la levée du blocus américain contre les ports iraniens, le paiement de réparations de guerre, la levée des sanctions américaines contre l'Iran et le déblocage des avoirs iraniens bloqués à cause des sanctions américaines à travers le monde, ce qui représente environ 100 milliards de dollars. Donc des conditions qui sont difficilement acceptables pour les États-Unis, mais l'Iran tient ferme et a un discours de plus en plus dur face aux Américains.
Oui, ça fait beaucoup de conditions quand même. Ça fait beaucoup de conditions, et j'ai envie de dire, rien n'a bougé depuis des semaines et des semaines. Alors je ne sais pas à quel moment ça s'appelle une négociation de la part du régime iranien, mais ce qui est proposé, c'est la capitulation des États-Unis. Ouais. Et nous, régime iranien, nous avons gagné la guerre. Il n'y a aucune concession sur rien, et en plus dommages de guerre, et en plus... et récupérer 100 milliards d'avoirs. Les avoirs gelés, et en plus, on garde Hormuz, on contrôle Hormuz, on fait payer le passage, et là on est totalement hors de toutes les règles internationales. Ah bah écoutez, utile au monde entier. Écoutez le présentateur de la télé iranienne, magnifique devant le détroit d'Hormuz, et qui dit de toute façon on contrôle tout et il y a des péages. Voilà. Nous pouvons dire qu'une nouvelle histoire a commencé dans le détroit d'Hormuz. Car aujourd'hui, de nombreux marins et pays du monde savent que le meilleur moyen, le plus rapide et le plus simple de traverser le détroit d'Hormuz est de le faire en coordination avec la marine du corps des gardiens de la Révolution. Voilà, le présentateur de la télé iranienne, très à l'aise devant le détroit d'Hormuz. Hélène Bonnet, vous m'accompagnez, si vous le voulez bien, devant la carte. Hormuz, nœud du conflit. La Chine dit qu'elle est favorable donc à la libre circulation dès que possible. Pour le moment, c'est loin d'être le cas, on l'a vu. Et il y a quand même des bateaux qui passent. Lesquels ? Oui, alors parce que l'Iran pratique une ouverture sélective du détroit. Les navires dits ennemis sont interdits. En revanche, d'autres passent. Et donc, effectivement, ce sont des navires chinois. D'après l'agence de presse iranienne Fars, au moins 30 navires ont pu franchir le détroit d'Hormuz, des navires chinois, je précise, après avoir reçu une autorisation officielle de la République islamique. L'agence de presse indique aussi que ces bateaux seraient passés de nuit dans le respect du protocole iranien de gestion du détroit. Alors, on n'a pas d'informations qui ferait état d'un péage qui a été payé par la Chine. Vraisemblablement, cette concession fait suite à une demande qui a été formulée par le ministre des Affaires étrangères chinois et l'ambassadeur de Pékin à Téhéran. Et puis, une dernière information donnée par les Iraniens, ils expliquent que ce passage, cette concession a été facilitée par le partenariat stratégique qui unit les deux pays. Il y a 3 jours, on a appris par l'agence de presse américaine Reuters que d'autres pays avaient pu négocier le passage, le Pakistan, l'Irak notamment, et puis l'Inde aussi a négocié le passage de certains méthaniers en dialoguant avec Téhéran. On ne sait pas exactement combien payent ces pays exactement. Il y a un chiffre qui avait circulé dernièrement dans la presse américaine, un droit de passage qui serait fixé à $2 millions par navire. Oui, voire, moi j'avais entendu $1 par baril. Et comme il y a des pétroliers qui font 2 millions de barils, ça fait 2 millions de pétroliers. Passage cependant particulièrement dangereux. On a appris ces dernières heures qu'un navire indien avait été touché et carrément coulé dans ce même détroit d'Hormuz. Oui, alors ce navire, il s'appelle le Haji Ali. Il transportait du bétail, c'est ce qu'ont fait savoir les autorités indiennes. Il a été coulé alors qu'il naviguait dans les eaux omanaises à la suite d'un incendie qui aurait été provoqué par une frappe présumée de drone ou de missile. Les autorités indiennes ont fait savoir que l'équipage était sain et sauf, qu'il a été secouru, mais on ignore exactement la raison pour laquelle il a été ciblé. Ça pourrait être en raison de sa destination. Parce que là encore, d'après les autorités indiennes, le bateau naviguait de la Somalie en direction des Émirats arabes unis. Et on sait que cet État du Golfe est accusé par l'Iran d'être un acteur de ce conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël. D'être carrément devenu un ennemi. En tout cas, le message est clair. L'Iran contrôle le détroit d'Hormuz. Les vedettes rapides des gardiens de la Révolution sont d'ailleurs toujours aussi nombreuses. Alors elle serait même de plus en plus active ces derniers jours. On parle donc de ces petites vedettes rapides avec quelques hommes embarqués et des armes utilisées par les gardiens de la Révolution pour attaquer les navires commerciaux étrangers. Alors hier, jeudi, 333 vedettes ont été vues dans le détroit d'Hormuz. Mercredi, c'était 342 et mardi, un record, 454, soit beaucoup plus que le trafic habituel, entre 23 et 230 la semaine précédente. Tous ces chiffres, ils sont donnés par un site d'analyse
d'analyse de données maritimes qui s'appelle Windward, qui fournit ces chiffres et cette courbe récapitulative. Et on voit que le volume augmente très fortement entre le 11 et le 12 mai, soit juste après que Donald Trump ait rejeté la réponse de l'Iran à sa proposition de paix. Je précise quand même qu'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence, parce qu'on ne peut pas vérifier évidemment le nombre de ces petites embarcations. Et vous avez ce que disent aussi les Américains, notamment le patron du commandement central, Brad Cooper, qui lui affirme que cette flotte moustique, elle a été significativement dégradée. Voilà, toujours les deux points de vue, hein, les deux sons de cloche. Merci beaucoup Hélène. Gallagher, on a l'impression que rien ne change. En fait, il y a des déclarations des deux côtés, mais que le détroit est toujours fermé et que de fait, l'Iran contrôle la situation. Non, absolument. Je pense que le détroit d'Ormuz ne fonctionnera plus jamais comme il a fonctionné par le passé, et ça fait partie de l'aspect du point de vue stratégique, qui est une défaite de la part des Américains et des Israéliens dans cette opération, puisqu'il faut toujours le rappeler, le détroit était ouvert et fonctionnait normalement avant le début de cette opération. Qui plus est, dans le cadre de la négociation, il faut comprendre que les Iraniens, que ça plaise ou non, ont effectivement le sentiment d'avoir remporté cette guerre. Pourquoi ? Parce que leur objectif, il faut le rappeler, c'était de survivre. Non seulement ils ont survécu, mais ils ont découvert qu'ils avaient à leur disposition une arme nucléaire. Et c'est leur géographie, et notamment ce détroit, qu'ils ont arsenalisé, qu'ils vont privatiser, qu'ils vont artificialiser, parce que c'est illégal au regard du droit international de privatiser un détroit naturel. Donc ils vont établir des constructions qui vont leur permettre de dire c'est le nouveau canal de Panama, regardez, on a fait tout ça, etc. Les navires devront passer par ici. Et donc en réalité, il y a des bougées, mais ils sont pas du côté iranien, ils sont du côté américain. Par exemple, les Américains ont officiellement abandonné une position qu'ils tenaient jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines sur la question du nucléaire, qui était du 0,00, c'est-à-dire 0% d'enrichissement à jamais, et plus aucune installation nucléaire, enfin démantèlement des installations nucléaires. Ça, ils sont en train de bouger là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, on envisage un moratoire, on voit beaucoup de chiffres. Voire un accord sur 20 ans. Voilà. Et il y a une discussion, vous savez que le seuil civil, c'est 3,67 sur la possibilité de revenir à ce qui était prévu par le JCPOA, c'est-à-dire quelques centaines de kilos enrichis en dessous de 3,67. Donc, il y a des petits bougés ici et là. Ça bouge, on le sent. On y revient dans un instant, si vous le voulez bien, également avec notre autre invité, Raphaël Jérusalemi, ancien des services secrets israéliens, du Mossad, qui nous dira ce qu'ils en pensent. Israël qui elle, veut aller jusqu'au bout, et récupérer l'uranium uranien. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. 17h16 sur LCI, vous êtes bien dans le grand dossier, deuxième partie, Trump, 2 jours pour tout détruire en Iran. On y revient dans un instant, mais pour l'heure, l'actualité française notamment, avec cette nouvelle plainte à l'instant pour viol contre le chanteur Patrick Bruel, venant cette fois de l'animatrice Flavie Flament, pour que la vérité éclate, que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards. Je joins ma voix à celle des autres femmes qui s'élèvent en France, en Belgique et au Canada, dit Flavie Flament. La défense de Patrick Bruel vient de réagir et dément ce soir les avocats de Bruel qui assurent qu'il n'a jamais drogué Flavie Flament ni imposé un rapport sexuel. L'actualité également, on ne lâchera rien et on ne perdra pas cette guerre. Déclaration martiale du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez à Nantes ce matin, au lendemain de la mort d'un adolescent de 15 ans dans une fusillade sur un point de deal connu de la ville. Un autre adolescent de 13 ans a été gravement blessé, mais ses jours ne sont plus en danger. Il faut continuer à déstabiliser les réseaux, dit encore Laurent Nunez. Et puis tout autre chose, les orques et les dauphins du parc Marineland d'Antibes pourraient trouver refuge en Espagne. C'est ce que souhaite la direction du parc, qui est fermé depuis près d'1 an et demi. Le gouvernement s'y opposait jusqu'à présent, mais il faut sortir de l'impasse. C'est ce que déclare le ministre en charge de la transition écologique. Ne rien faire condamnerait les orques à une mort certaine.
Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité, le grand dossier et un Donald Trump qui se donne 2 jours pour détruire toutes les infrastructures en Iran. On va rejoindre tout de suite Raphaël Jérusalemi. Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien du Mossad. Est-ce que vous y croyez? Vous, les Américains ont la capacité de pouvoir détruire les ponts, les infrastructures électriques, les routes et autres en 2 jours? Alors, la capacité, oui. En 2 jours, non. Voilà, c'est très simple. Il est évident qu'ils ont une force de frappe immense avec les Israéliens s'ils les rejoignent. Ils ont déjà frappé à peu près 30 000 cibles ensemble, donc ils peuvent continuer. Ça va certainement prendre plus de 2 jours. Ça sera un petit peu plus facile que dans la première vague, dans la mesure où il s'agit de cibles énergétiques, industrielles, moins de cibles militaires. Mais évidemment, c'est une décision politique de Donald Trump. On va voir si cette fois-ci c'est du bluff ou non. Alors ça peut être taxé également de crimes de guerre, parce que là on touche des infrastructures civiles. Alors exactement, il faut faire très très attention. Il y a une banque de cibles qui a été établie. Les Israéliens aussi ont leur banque, qui n'est pas tout à fait la même que celle des Américains. Nous voulons affaiblir le régime en frappant des sources d'énergie, sans toutefois punir toute la population. Donc c'est très très délicat de choisir ces cibles. Ce que les Israéliens ont choisi en plus comme cible que n'ont pas choisi les Américains, ce sont les cibles répressives, c'est-à-dire les bassidjis, les tribunaux, tout ce qui représente la justice entre guillemets et la répression du régime des mollahs. Ah, vous êtes en train de nous dire que les Israéliens et les Américains ont des cibles différentes? Et non seulement nous avons des cibles différentes, nous avons un objectif différent. À part le nucléaire sur lequel nous sommes tout à fait d'accord, nous insistons aussi sur le balistique, ce que ne fait pas Donald Trump, et surtout, notre objectif à nous est clair et net, sinon ça ne servait à rien d'entamer cette campagne, c'est la chute du régime des mollahs, c'est l'anéantissement de la puissance militaire des gardiens de la révolution. Si on ne fait pas ça, tous les objectifs tels qu'ils sont cités par Trump, c'est du pipeau, c'est des objectifs qu'il a inventés en cours de route. Le détroit d'Ormuz en est un également. Il est beaucoup moins critique qu'on ne le croit, ce détroit d'Ormuz. On peut le développer après si vous voulez, mais c'est beaucoup moins alarmant qu'on ne le croit. Et en fin de compte, nous n'avons pas le même agenda que les Américains. Très intéressant ce que vous nous dites, Raphaël Jérusalemi. Ça veut dire que si on reprend un scénario, par exemple, à la vénézuélienne, Trump serait prêt à accepter que les gardiens de la révolution, les mollahs, restent à la tête de l'Iran, s'ils sont prêts à lâcher un peu de l'Est. Et ça, Israël ne le veut pas. Israël ne le veut pas, mais je rappelle que Trump ne le voulait pas non plus. En fin de compte, il est en train d'aller vers un accord contre lequel il était lui-même il n'y a pas si longtemps. Et un autre accord qu'il a tenté d'obtenir avec les Iraniens pendant des mois de négociations, ça n'a pas abouti. Alors c'est pas maintenant que ça va aboutir. La simple question qu'il faut se poser, peut-on véritablement considérer que le régime actuel et que les gardiens de la révolution sont des partenaires fiables pour un accord de cette sorte et qu'on va vraiment se prémunir d'une menace balistique et nucléaire en signant cet accord? Je ne vois absolument pas comment les Américains ou quiconque peut entériner et forcer et contrôler que cet accord soit respecté. Alors, vous restez avec nous. Regardez ce que disait Donald Trump avant de partir du sommet chinois. Je préférerais l'avoir, et il parle de l'uranium enrichi, je me sentirais mieux si je l'avais. Et il poursuit sur le même ton. On peut évidemment bombarder de nouveau. Gallagher Fenwick, vous venez avec moi si vous le voulez bien. Trump dit qu'il voudrait récupérer l'uranium enrichi iranien. Que sait-on d'ailleurs de ce qui reste d'uranium enrichi en Iran? De manière définitive, quasiment rien. C'est la question à 1 000 euros. Combien de kilos et dans quel état? Alors je pense que toutes celles et ceux qui nous regardent régulièrement connaissent désormais ce chiffre, 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Où ça? C'est l'une des grandes questions. Vous le voyez, ce chiffre qui s'affiche.
Eh bien, il y a un vrai mystère sur la manière dont ces 440 kilos d'uranium sont entretenus. Ne pas oublier d'ailleurs au passage que les rapports publiés par l'AIEA l'année dernière en 2025 rappellent qu'il y a également de l'uranium enrichi au-delà de 20%, des centaines de kilos, entre 700 et 1000 kilos. Maintenant, où ça ? Mystère, 3 sites qui reviennent beaucoup. Natanz, site d'enrichissement, Ispahan, celui du stockage, et Fordo. Fordo avec une image, rappelez-vous-en, qui nous avait beaucoup interpellé, qui datait de juste avant la campagne des 12 jours, celle de juin 2025, avec cette file de camions qu'on voit ici à l'image, ce qui laisse supposer, ça n'est pas vérifiable en tous les cas par nos soins à ce stade, que cette matière fissile est, j'emploie le conditionnel, pu être dispersée. J'emploie le mot dispersée parce que Donald Trump, il aime beaucoup utiliser une expression, celle de la poussière nucléaire. C'est une manière pour lui de rappeler qu'il avait dit à l'époque que tout cela avait été oblitéré. Ouais, et les récupérer cet uranium, c'est possible ? 2 options. La première, elle est diplomatique, avec un précédent qu'on peut avoir à l'esprit, dont on ne parle pas si souvent, celui du Kazakhstan en 1994. Un accord avait été trouvé avec le gouvernement d'Almaty. Il avait, à l'époque, fallu des semaines, voire des mois pour exfiltrer quelques 600 kilos d'uranium enrichi que contenait ce pays à l'époque. Une partie de cet uranium en direction de la Russie et l'autre vers les États-Unis. Un deuxième exemple que je vous donne et qui peut peut-être nous éclairer par rapport à l'Iran, qui est très récent, dont on n'a pas parlé. 13,5 kilos d'uranium enrichi, sorti d'où ? Du Venezuela. C'est une combinaison entre l'emploi de la force, Maduro kidnappé par les Américains, et de la diplomatie, ce qui a permis effectivement aux Américains de récupérer la totalité de l'uranium enrichi que détenait le régime maduriste. 13,5 kilos d'uranium enrichi à hauteur de 20%. Dernière option, l'utilisation de forces spéciales. Franchement, ça n'est pas du tout réaliste. Il faudrait, je viens de le dire, probablement des semaines, des mois, imaginer faire intervenir des forces spéciales en terrain hostile avec des besoins d'excavation et aussi avec la certitude de pouvoir géolocaliser d'abord toute cette matière et ensuite de la transporter. Ça n'est pas, même quand c'est dans des bonbonnes et on ne sait pas comment c'est contenu, quelque chose qu'on peut simplement mettre dans un sac à dos pour repartir. Oui, c'est pas des kilos de patates. Il faut mettre ça dans des containers. C'est très compliqué. Attention. Merci beaucoup, Gallagher. Général, opération au sol par des commandos spéciaux ou autres, possible ou c'est de la folie ? Alors, je ne sais pas si c'est de la folie, mais c'est impossible à ce stade. Pourquoi ? Le premier point, ça a été précisé, cet uranium enrichi, il a dû être dispersé, bien évidemment, parce qu'on se fait frapper une fois, on tire des enseignements pour, non pas tous les rassembler à un endroit où ils sont fragiles, mais les disperser. Moi, je voudrais rappeler quand même un certain nombre de points. D'abord, l'Iran, la géographie est têtue. C'est 3 fois la France. Donc, lorsque on veut agir contre Ispahan, contre Natanz, c'est une opération dans toute une profondeur logistique qui s'impose. Alors, quand on regarde d'abord ce qui s'est passé en avril avec la récupération des 2 pilotes américains, qui a été une opération dans l'opération. Ça a été énorme. Ça a été énorme. Les Américains ont perdu un avion à 10, des hélicoptères, 2 avions de transport. Ça a été monstrueux. Et pour récupérer 2 pilotes qui étaient quand même assez proches de la frontière irakienne. Et puis, revenons encore un petit peu plus loin dans l'histoire, 1980, l'opération Eagle Claw, 24 et 25 avril. Avant d'aller jusqu'à Téhéran, il fallait mettre en place des bases intermédiaires. Donc on rappelle, ce sont des otages américains que Ronald Reagan voulait récupérer à tout prix. Que l'ambassade américaine à Téhéran. Absolument, que les forces spéciales devaient récupérer, sauf qu'il fallait faire un certain nombre de bases intermédiaires, et sur l'une des bases, il y a eu une catastrophe. Donc imaginez dupliquer cette opération Eagle Claw contre 3, 4, 5, 10 sites avec bien évidemment la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec certes des moyens antiaériens iraniens qui ont été durement frappés et qui sont peut-être pas tout à fait absents, c'est hors de portée. Et à la fin, je terminerai là-dessus, quand bien même on récupérerait, comme c'était dit, c'est pas un sac de pommes de terre qu'on transporte, mais quand bien même on en récupérerait 80-90%, le problème n'est pas totalement réglé. Ouais. Raphaël Jérusalemi, vous êtes toujours avec nous. Quand vous entendez ça, un général français qui vous dit mais c'est de la folie d'y aller, quelle est l'option israélienne là-dessus ? Alors, comme je l'ai dit, la vraie solution et l'unique solution chez la chute du régime, mais ça, c'est beaucoup de boulot. Tous les chefs du Mossad ont toujours été unanimes sur le fait que
tenter de renverser le régime était plus réaliste qu'une opération militaire seule destinée à affaiblir ou anéantir la puissance militaire iranienne. Donc, cette action géopolitique avec un soulèvement populaire à l'interne, une aide de forces terrestres en Iran, ça c'est la solution pour se prémunir de cette histoire du nucléaire. Ceci étant dit... Attendez, parce qu'on a l'impression que ça intéresse pas Donald Trump, le soulèvement populaire, que sa doctrine, lui, c'est de trouver un accord. Encore une fois, solution à la vénézuélienne. S'il change d'avis, on peut garder le régime en place. Oui, et donc il a rien compris au régime et au Proche-Orient. C'est ça le problème de Donald Trump. Nous sommes absolument contre cette attitude. Il ne comprend pas à qui il a affaire. Il est en train de se laisser mener en barque depuis déjà des semaines. Les Iraniens sont les rois de la négociation et ils vont le mener en barque aussi longtemps qu'ils le veulent. Il comprend rien du tout. S'il n'a pas fait de son objectif la chute de ce régime, pourquoi a-t-il commencé cette offensive? À quoi sert cette attaque? Quel est l'objectif américain d'une offensive contre l'Iran? Je vous le demande. En ce qui concerne l'uranium, alors deux points. Le premier, la dispersion, le fait qu'il y ait une dispersion, c'est pas toujours un problème. Si on est capable de le faire à un endroit, on peut le faire à 5 endroits à la fois. Le tout est de savoir si c'est faisable. Un endroit ou 5 endroits, c'est pas vraiment important. La seconde chose, c'est qu'il y a d'autres manières de retarder. Les Israéliens le font depuis des années et ils continueront à le faire, même si les Iraniens gardent leur uranium enrichi. C'est retarder, saboter, tant qu'on le peut, ce programme par différentes façons, élimination. On se souvient des centrifugeuses qui étaient devenues folles, par exemple. Le Stuxnet, c'était un virus israélo-américain. Ça, c'était le cyber. Vous avez l'élimination ciblée de gens qui occupent les postes clés de ce programme nucléaire. Vous avez toutes sortes de façons de saboter. On a attaqué tout ce qui était la recherche et le développement à Ispahan, l'eau lourde, le yellow cake, les gâteaux jaunes. Il y a beaucoup d'autres moyens de retarder et saboter ce programme, tant qu'on n'a pas réussi effectivement à le bloquer pour de bon. Restez avec nous. Sonia Dridi, on vous retrouve depuis Washington. Donald Trump, dans l'avion du retour vers la capitale fédérale, a dit aussi, harcelé, j'allais dire, par les journalistes, je me contenterai quand même d'un accord de 20 ans avec les Iraniens s'ils s'engagent à ne pas enrichir leur uranium. Ça peut être une porte de sortie, c'est crédible ? Oui, parce que Donald Trump a très envie de trouver une porte de sortie. Et donc, en effet, lorsqu'un journaliste lui a lancé dans l'avion si 20 ans ce n'était pas assez, il a dit si, c'est assez si on arrive à trouver un accord sur un moratoire concernant l'enrichissement d'uranium iranien de 20 ans. Donc, on a un Donald Trump qui a mis devant son opinion publique américaine, qui a affiché cet objectif de faire en sorte que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire et de pouvoir récupérer l'uranium enrichi. Et pour lui, maintenant, on sent que le président américain a vraiment envie d'obtenir cette victoire sur le nucléaire iranien pour pouvoir l'afficher devant son opinion publique et sortir de cette guerre. D'ailleurs, il a un petit peu laissé entendre tout cela dans une interview avec Fox News, lors de laquelle il a dit finalement, on n'a pas tellement besoin de récupérer cet uranium enrichi. On a une surveillance 24 heures sur 24 avec des caméras, mais si je l'obtiens, je me sentirai mieux. Et tout ça, c'est plus une question d'opinion, de public relation, donc de relations publiques. Excusez-moi. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Sonia. D'un mot, vous y croyez à un accord avec l'Iran sur 20 ans mais pas une seconde. Ouais. Il y a eu un accord en 2015, finalement, pas très différent de cette affaire de moratoire que Donald Trump présente, disons, après sous Barack Obama. Et évidemment, il y avait la partie visible avec les inspections visibles, et puis il y avait toute une partie cachée d'enrichissement que les inspecteurs de l'AIEA n'ont jamais vue. Donc les Iraniens joueraient pas le jeu. Mais la réalité, c'est que le régime actuel ne renoncera jamais au nucléaire. Jamais. C'est leur assurance vie.
énergie, ils garderont leurs 440 kilos, ils continueront à enrichir, ils continueront à faire tourner des centrifugeuses. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas d'accord fiable sans chute du régime. Maintenant, si Donald Trump dit « j'ai obtenu un moratoire de 20 ans », il faudrait un petit peu de précision, moratoire sur quoi, ils font quoi, et qui vérifie, mais il aura quand même beaucoup de mal à vendre ça, à son opinion, comme une victoire. Oui, alors, chute du régime, justement, c'est intéressant. Oui. Ce soir, Margot Haddad va diffuser une interview de Léon Panetta, c'est l'ancien directeur de la CIA sous Barack Obama, justement. Et écoutez ce qu'il dit, cet extrait où il dit, de toute façon, on ne peut pas faire chuter un régime uniquement avec des bombardements. Le président Trump estime que l'action militaire est le moyen d'y parvenir. Mais le problème, c'est que l'histoire nous a toujours enseigné qu'on ne peut pas bombarder pour obtenir un changement de régime. On a essayé ça au Vietnam, ça n'a pas fonctionné. On a essayé ça en Irak, ça n'a pas fonctionné. Un changement de régime ne peut se produire que si vous attaquez la base, grâce au peuple qui se soulève et qui rend ça possible. Le changement de régime n'était donc pas ce que j'appellerais un objectif réaliste par rapport à cette initiative. Intéressant ce que dit ce chef, ancien chef de la CIA. Il faut d'abord faire tomber le régime. Non, en fait, il est en train de citer, mais sans le nommer, un pape, d'ailleurs c'est son nom de famille, Robert Pape, qui est un grand spécialiste des campagnes aériennes, notamment celles menées par les États-Unis, et qui démontre à travers l'histoire, par le biais de certains exemples récents, ceux qu'il a nommés, notamment que ce soit le Vietnam ou l'Irak, qu'une campagne purement aérienne ne mène jamais à une chute de régime. C'est pas en début d'émission, je disais ce qu'avait dit Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps aussi. Oui, en le citant également, je veux dire, c'est presque un mantra. Et c'est pour ça que je disais, quand on fait la comparaison, et je ne dis pas que l'Iran c'est l'Irak, mais le territoire irakien, il est 4 fois inférieur à celui de l'Iran. L'Iran, c'est 92 millions d'habitants, 1 700 000 km². Donc je vous laisse faire le calcul en termes de centaines de milliers d'hommes qu'il faudrait déployer. En Irak, il y a eu 330 000 soldats américains et britanniques et quelques autres nationalités qui ont été déployés. Il a fallu, au moment du surge, donc entre 2003 et 2007, tout ce temps-là et tout ce monde-là et toute cette préparation, rappelez-vous de la préparation en amont de l'opération Iraqi Freedom, donc de l'opération américaine. Donc si vous voulez, l'autre chose très intéressante que dit Léon Panetta, il a dit lors d'une conférence récente, c'est que les Américains, quelque part, sont peut-être condamnés à devoir revenir militairement par les airs au-dessus du territoire iranien régulièrement. C'est ça que veut dire Donald Trump quand il dit, vous savez quoi ? Aller le chercher, ça me plairait, un peu comme une manœuvre cosmétique, mais on n'est pas obligé. En revanche, on surveille, s'il y a le moindre geste ou la moindre suspicion, qu'est-ce qu'il ne dit pas, mais qui est très fortement sous-entendu, on bombardera. Et on tuera. Parce qu'on a les moyens satellitaires de savoir qui y est et qui fait quoi. Alors vous le croyez pas, mais c'est ce qu'en gros il est en train d'annoncer, c'est que il est sorti d'un accord, et là, contrairement à ce qui est dit, l'objectif, c'est pas de retrouver cet accord, à savoir le JCPOA, parce qu'il n'y arrivera pas. L'accord auquel il parviendra éventuellement sera pire que le JCPOA, qui était un bon accord, qui avait permis de faire sortir 97% de l'uranium enrichi, qui avait permis de diminuer le nombre de centrifugeuses de 20 000 à 5 000, avec des centrifugeuses uniquement de première génération. Il y avait des choses mesurables, quantifiables. Une fois qu'on est sorti, le nombre de centrifugeuses en cascade a explosé, et je l'ai dit tout à l'heure au tableau, l'Iran aujourd'hui a plus de 1000 kilos d'uranium enrichi, au-delà de 20%. C'est bien pire qu'avant. Bon, oui, c'est bien pire qu'avant. On en est là. Alors, autre actualité de la journée, la ministre déléguée aux armées qui nous apprend quoi en France, que le Charles de Gaulle est sur zone. Bon, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le détroit d'Ormuz, mais il n'est pas loin. Il est sur zone. Marion Russell, vous êtes à Doha, dans le Golfe Persique. Qu'en est-il ? Quelles sont les dernières informations sur la présence du porte-avions français ?
Alors le porte-avions Charles de Gaulle serait en mer d'Arabie. Il a donc passé le golfe d'Aden après avoir passé le canal de Suez et se trouverait donc dans cette zone, ce qui le rapproche finalement du détroit d'Ormuz. Alors il y a quelques jours, on savait qu'il était à environ une 40aine d'heures de navigation du détroit d'Ormuz. C'est désormais un petit peu moins, sans que l'on sache exactement son positionnement pour des raisons stratégiques, mais il est donc à quelques heures seulement de navigation de ce détroit. Alors pour l'instant, on ne sait pas s'il va aller directement dans le détroit. La situation semble trop instable. Et puis l'Iran avait affirmé qu'un déploiement militaire français entraînerait une réponse immédiate, ce à quoi Emmanuel Macron avait répondu qu'il n'avait pas été envisagé à aucun moment un déploiement militaire français. Mais la présence du Charles de Gaulle, elle est importante. Elle permet à la France aussi de montrer sa présence, de montrer que la France veut peser pour le déblocage de ce détroit d'Ormuz, en lien notamment avec cette coalition, cette résolution voulue à l'ONU par Emmanuel Macron, main dans la main avec les Britanniques, pour une coalition internationale non belligérante d'une 50aine de pays qui viendraient pour sécuriser le déblocage de ce détroit d'Ormuz. Alors pour l'instant, on n'a pas de timing pour le vote de cette résolution. Il faut encore qu'elle soit rédigée, présentée, puis votée. Mais c'est dans ce contexte donc que le Charles de Gaulle est sur zone, avec un pouvoir de dissuasion, de surveillance aérienne et puis aussi potentiellement de support logistique pour cette éventuelle coalition, je le rappelle, qui se veut pacifiste et non belligérante d'après le président de la République. Merci beaucoup Marion Roussel depuis Doha ce soir. Général, le Charles de Gaulle sur place, de toute façon, n'interviendrait que si le détroit d'Ormuz était libéré. Absolument, c'est l'une des conditions de l'engagement de cette opération, avec une cinquantaine de pays qui sont prêts à participer à la sécurisation, mais uniquement si un accord de paix a été établi. Il y a quand même une deuxième mission qui peut être confiée à ce porte-avions. N'oublions pas que nous avons des accords de défense avec les Émirats Arabes Unis. Nous avons une base sur place. Nous avons déjà participé à la destruction de missiles et de drones en provenance d'Iran. Sans doute que s'il y avait une reprise des frappes massives contre les Émirats Arabes Unis, peut-être que les moyens du Charles de Gaulle pourraient participer aussi à la défense, et j'insiste bien sur ce terme, à la défense des Émirats Arabes Unis, et bien sûr toute partie hostile ou offensive vis-à-vis de l'Iran est à ce stade complètement exclue. Oui, alors on nous dit il n'est pas dans le détroit d'Ormuz, oui, parce que c'est dangereux, mais j'imagine que d'un coup de rafale, on peut être sur les lieux en quelques minutes. Oui, bien évidemment. Là encore une fois, la France, elle est tout à fait en cohérence avec cette logique d'équilibre. C'est-à-dire que nous plaçons nos capacités à l'endroit où elles peuvent agir au plus vite si jamais un accord de paix se met en place. Voilà, on ne va pas attendre que le porte-avions quitte Toulon pour venir, etc. Il était dans la Baltique. Donc voilà, nous sommes prêts à intervenir immédiatement. Et ce porte-avions, c'est aussi une capacité de commandement, parce que qui dit ensemble avec des partenaires dit besoin de coordination. Et bien évidemment, ce groupe aéronaval possède toutes les capacités à commander, à organiser cet ensemble avec de nombreux partenaires. On a parlé des Britanniques, mais bien évidemment d'autres nations se joindront à nous. Alors, d'où les menaces aussi de l'Iran. On va reprendre Siavosh Ghazi qui est à Téhéran, et les Iraniens le surveillent, ce Charles de Gaulle, et disent attention, si vous intervenez, ça peut aller plus loin. Pour l'instant, le Charles de Gaulle est arrivé donc à la sortie du détroit de Bab el-Mandeb, ce qui veut dire en mer d'Arabie, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes iraniennes et du détroit d'Ormuz. Donc le bâtiment ne se trouve pas encore près de cette zone qui est contrôlée par l'Iran, mais les responsables iraniens avaient prévenu que si jamais des bâtiments de guerre français, britanniques ou d'autres pays, notamment européens, s'approchaient du détroit, il y aura une réaction dure de la part de Téhéran. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas besoin pour Téhéran de réagir contre l'arrivée dans la zone, dans cette partie de l'océan Indien, de l'arrivée de Charles de Gaulle ou d'autres bâtiments de guerre américains, britanniques ou français. Mais si jamais ces bâtiments s'approchaient de la mer d'Oman, c'est-à-dire à l'entrée de la mer d'Oman, il y aura, ont affirmé les responsables iraniens, il y aura une réaction très dure de la part des gardiens de la révolution qui contrôlent cette zone. Voilà, intéressant, menace à peine voilée de Téhéran. Raphaël Jérusalemni, j'ai envie de vous demander, du côté israélien, est-ce que ça peut servir un porte-avions nucléaire avec des Rafales qui n'est pas américain, qui est positionné, et à quoi ça peut servir ?
Non, ça peut servir, ça peut être dissuasif. On voit mal ce que le Charles de Gaulle peut accomplir, que n'ont pas accompli le Lincoln ou le Bush, 3 porte-avions américains, qui sont même plus gros. Mais admettons qu'il y ait une possibilité dissuasive. De par les déclarations de la politique française, la dissuasion est annulée, puisque on annonce d'emblée que c'est défensif, que c'est pour plus tard, que moi je pense qu'il peut repasser dans 6 mois, le Charles de Gaulle. À ce moment-là, il n'a rien à faire dans le coin. S'il est venu pour libérer les détroits d'Ormuz, pour ouvrir les détroits d'Ormuz, ça c'est une chose. S'il vient pour assurer la libre circulation des navires plus tard, il peut repasser effectivement dans 6 mois. Ceci étant dit, cette présence est importante si elle fait partie d'une coalition, comme il y en a une en mer Rouge. Ça veut dire si au navire, car le Charles de Gaulle vient avec des frégates, avec un sous-marin nucléaire, avec un pétrolier de ravitaillement, c'est une force extrêmement importante qui se déplace. Si elle est rejointe par une coalition internationale, ça peut quand même créer une certaine pression sur les Iraniens qui maintenant font les gros bras, mais peut-être que s'il y a une puissance européenne et internationale, ils seront peut-être moins arrogants. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, merci d'avoir été avec nous dans ce grand dossier sur LCI. Restez avec nous, on va changer, j'allais dire, d'hémisphère et de continent. Nous partons dans un instant à Cuba. Pourquoi ? Parce que vous savez que l'île est acculée, plus de pétrole, plus d'électricité, commence à y avoir d'ailleurs des manifestations dans les villes. Et là, patatras, surprise, le directeur de la CIA américaine était à la Havane hier. À tout de suite. 17h47, le grand dossier suite. Nous allons à Cuba regarder ces images avec ces coupures de courant à répétition, plus de pétrole, plus de diesel, plus d'électricité. Des manifestations qui commencent dans certaines villes. Bref, Cuba est complètement pris à la gorge et surprise, eh bien le directeur de la CIA, il s'appelle John Ratcliffe, est arrivé sur l'île hier sans prévenir, visite surprise. Gallagher Fenwick, vous venez avec moi une nouvelle fois. La situation se dégrade lentement depuis des mois. Cuba serait au bord de l'effondrement ? À l'image de cette obscurité que vous voyez juste derrière moi, des délestages qui durent jusqu'à 20 heures par jour, qui privent cette population d'électricité, tant le carburant de toute nature, diesel, etc., vient à manquer. Cela affecte évidemment les transports, plus d'air conditionné dans un endroit où il fait très chaud. Des problèmes également dans les hôpitaux. Imaginez celles et ceux, patients qui ont besoin de dialyse et qui finissent par en être privés. Vous l'avez dit en introduisant cette séquence, cela commence à donner notamment dans plusieurs secteurs de la Havane des manifestations une fois que la nuit est tombée afin peut-être de ne pas être repéré par les forces de sécurité. Manifestation comment ? Tout simplement en tapant sur des casseroles pour faire entendre son mécontentement d'une population qui souffre beaucoup depuis le décret de cet embargo par Donald Trump. Début 2026, une seule livraison de carburant depuis le début de l'année. C'était par un vraquier russe. Un autre chiffre qui va s'afficher à l'écran, c'est ce que Cuba, cette belle île, est en mesure de produire quotidiennement 40 000 barils, alors que le besoin, c'est plus du double de cela, c'est 100 000 barils. Une situation absolument dramatique. Et les États-Unis, de leur côté, entendent bien profiter de cette situation qu'ils ont créée de toutes pièces. Absolument, manufacturer cette crise humanitaire aiguë avec un homme, vous le disiez, qui est apparu, qui a atterri en 2026, donc il y a quelques jours. Cet homme, c'est le patron de la CIA, John Ratcliffe. Cela faisait 10 ans qu'un avion gouvernemental américain ne s'était pas officiellement posé sur l'île. Il y a 10 ans d'ailleurs, c'était celui du président de l'époque, Barack Obama. Pourquoi John Ratcliffe, le patron de la CIA, est-il là ? Eh bien, diplomatiquement, le gouvernement cubain dit qu'il s'agit d'engager un dialogue politique. Il est là pour porter la parole trumpienne. Le président des États-Unis qui dit vouloir, je cite, un changement significatif sur l'île. Changement, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça vise probablement peut-être le président Luis Diaz-Canel, patron donc de la CIA qui est là, qui a dialogué notamment avec son homologue cubain, le chef du renseignement au sein du ministère de l'Intérieur. Voilà de quoi peut-être faire bouger l'histoire au sein de cette île. La grande question, c'est pourquoi
faire. Pourquoi les États-Unis un moment qu'ils essayent subir cela à l'île castriste. Depuis Kennedy, ça fait un moment qu'ils essayent. Ils ont essayé. Revenez avec moi. On y arrive. Nicole Bacharan, est-ce que, j'allais dire, c'est terrible comme expression, le fruit est mûr. C'est-à-dire que les États-Unis ont tellement verrouillé, fait suffoquer Cuba, qui n'a plus rien à manger pour de pétrole ou d'électricité. Est-ce que, du coup, la CIA arrive et dit maintenant on va négocier ? Maintenant, vous faites ce qu'on vous demande de faire, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs acteurs dans cette affaire. Il y a le gouvernement américain représenté par Trump, représenté par Marco Rubio, qui est d'origine cubaine, extrêmement dur vis-à-vis du régime. C'est presque un combat personnel pour lui. Absolument. Et ils sont tous les deux les héritiers de presque 70 ans d'hostilité radicale à Cuba, au régime castriste, qui est encore là. On a le régime tel qu'il est, mais il reste encore quelques Castro, arrière-petits-enfants, etc., qui est un régime épouvantable. Il ne faut pas pleurer sur le régime. Je veux dire, attendez, il y a Raúl Castro, le dirigeant qui a suivi et qui pourrait être d'ailleurs inculpé par les États-Unis pour une vieille histoire d'un avion humanitaire abattu il y a 30 ans. Les prisons politiques sont pleines. Enfin, c'est vraiment un régime atroce. Regardez ces images de manif des casseroles. Là. Pauvre, c'est aussi en grande partie la responsabilité de ce régime. Et puis vous avez la population qui veut juste survivre et qui, comme ça a été très bien décrit, n'y arrive plus. Et d'une certaine manière, tous les présidents américains se sont heurtés à Cuba, à antenne de l'Union soviétique pendant très longtemps, puis de la Russie, puis du Venezuela. Souvenons-nous, c'est un peu loin, mais j'y étais pas. Mais en 61, fiasco de la baie des Cochons, puisque Kennedy avait ordonné un débarquement pour renverser le régime de Castro. 62, crise des missiles. Les soviétiques commencent où on n'est pas passé loin d'un conflit majeur. On est passé tout près de la guerre nucléaire. Je vous fais écouter le ministre de l'énergie. Tenez, écoutez-le. Nous n'avons absolument aucun fuel, aucun diesel. Nous n'avons absolument plus de diesel. Je suis répétitif. La seule chose que nous avons, c'est le gaz associé dans nos puits. Et regardez cette une, par exemple, de Time Magazine, qui est intéressante, parce qu'on a déjà vu le Venezuela, on est en train de voir l'Iran, cette espèce de jeu de domino. Hélène Bonnet, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est proche, alors vous me direz, j'en sais rien, d'un scénario à la Maduro, c'est-à-dire d'une jurisprudence Maduro, où on fait tomber la tête du régime, et puis le reste suit, ou s'accommode d'un accord avec les Américains. Alors, quand on voit la visite, effectivement, du directeur de la CIA, qui vraisemblablement arrivait aussi avec une offre d'aide, avec plusieurs millions, on peut se dire que oui, il y a une tentative d'essayer un peu comme on avait vu avant la chute de Maduro, c'est-à-dire de négocier avec le régime, voir ce qu'il est possible de faire. Ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Maduro avait été capturé et ensuite Donald Trump estime qu'il a pu travailler avec sa successeur. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a dans l'esprit de Donald Trump, et c'est vrai que c'est intéressant aussi d'écouter Marco Rubio, parce que lui, quand il est interrogé par Fox News, parle carrément d'un renversement de régime. Il faut virer ce régime, peut-être parce que lui, effectivement, en fait une affaire beaucoup plus personnelle, et qu'il y a une partie, d'ailleurs, de la diaspora cubaine aux États-Unis qui ne rêve que de ça, et donc ça parle aussi à ces électeurs-là. Donc, quel serait le scénario privilégié? Je pense que Trump pourrait se satisfaire de quelqu'un de plus coulant, mais qui fait exactement ce que veulent les États-Unis. Scénario vénézuélien. Je vous fais écouter Donald Trump. Alors, c'était il y a 15 jours, le 1er mai, mais toujours dans son langage fleuri. Écoutez la suite. Cuba a des problèmes. On va d'abord terminer ce qu'on a commencé en Iran. J'aime finir ce que j'ai commencé. Et sur le chemin du retour, on aura un de nos plus gros, peut-être l'USS Lincoln, le plus grand porte-avions du monde. Il passera par Cuba. Il s'arrêtera à une centaine de mètres des côtes. Et ils diront « Merci beaucoup, on se rend ».
Formidable. Hein. On va d'abord terminer le boulot en Iran, puis ce sera Cuba. Ça va être dur de faire l'un puis l'autre. Cela dit, est-ce que, Gallagher, les dirigeants cubains ont compris le message, encore une fois vénézuélien, de dire si vous ne négociez pas, regardez ce qui vous attend. Ce qui est intéressant, c'est que je crois que des deux côtés, ça a été dit en l'occurrence, Marco Rubio, donc secrétaire d'État et patron du Conseil national de sécurité, qui connaît très bien le dossier, lui, il a compris que le président, en l'occurrence, est une figure purement honorifique et qu'il faut descendre le long de la chaîne alimentaire. Et donc ça s'appelle Castro. Vous avez Raoul qui est encore en vie, 94 ans, qui est le frère de Fidel, les deux anciens présidents, et vous avez un petit-fils qui joue à la fois le rôle de garde du corps de Raoul, qu'on voit dans ses déplacements, qu'on appelle le crabe parce qu'il a un 6e doigt, et qui a également, si vous voulez, l'oreille de Raoul à laquelle il souffle, et d'autres personnalités de la plus haute importance au sein de l'establishment politique cubain. Mais je repose la question, pourquoi les Américains ont besoin de faire ça ? Et je pense que, si vous voulez, ce à quoi on insiste, c'est un grand moment d'inconséquence stratégique. On va prendre cette une du Time Magazine qui est obscène, qui transforme les pays en dominos. Échec en Iran, échec au Venezuela. Parce que parlons du Venezuela. Qu'est-ce qui a changé pour la vie des Vénézuéliens ? Ils ont échangé Maduro contre Delcy Rodriguez, Diosdado Cabello. Et pourquoi ? Parce que l'hyperpuissance se comporte en hyperprédatrice. Donc à partir du moment où c'est assumé par Donald Trump qui dit « je vais au Venezuela, pourquoi ? Pour le pétrole ». C'est d'un cynisme total. Hein. Absolument. Et avec, au passage, la possibilité d'un nouvel échec. Ouais. Rien ne dit que les Américains, avec tous leurs moyens, et vous avez parlé des précédents, l'Amérique était aussi puissante, il y avait une telle disproportion, même à l'époque de Kennedy et d'autres qui s'y sont écorchés, eh bien, les Américains pourraient tenter quelque chose de cosmétique avec un Luis Diaz-Canel qui quitte le pouvoir, ce qui ne changerait strictement rien pour les Cubains. Je rappelle au passage, j'ai oublié de le dire, que très cruellement, les Américains mettent dans la balance une aide de 100 millions de dollars qui ne seraient pas distribués par le gouvernement mais par des organisations catholiques parce qu'elles accusent le gouvernement de pratiquer une logique de prédation. Alors justement, écoutez-le, Marco Rubio, qui parle de kleptocratie, c'est-à-dire qu'un régime qui, depuis le début, capte toutes les richesses du pays. C'est un pays où des gens mangent littéralement des ordures dans la rue. Mais ils ont une entreprise qui contrôle toutes les sources d'argent. On parle de 15 à 16 milliards. Vous ne pourrez pas changer la trajectoire économique de Cuba tant que les gens qui sont en place resteront. Mais j'allais dire, qui soutient encore aujourd'hui sur l'île le régime communiste, qui ne tient que par la force, mais la population n'en peut plus. Et très peu de monde à l'extérieur aussi, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Kennedy, il y avait l'Union soviétique. Après, il y avait le Venezuela. Là, ils sont seuls. La Russie ne peut rien faire pour eux, le Venezuela encore moins, puisqu'ils sont passés sous la coupe américaine. Donc peut-être que, même assez certainement, Donald Trump a le désir, voire le fantasme d'être le président qui mettra fin à une situation qui est vraiment considérée comme un caillou dans la chaussure des Américains, un défi à 150 km des côtes. Si le régime leur déplaît, ça peut être dangereux pour les États-Unis. Là, je crois que le régime actuel ne peut plus être dangereux pour personne. Ouais. Mais si Donald Trump présidait à la chute du régime cubain, pour lui, c'est une manière aussi d'entrer dans l'histoire. Et pour son opinion, ça permettrait de présenter une victoire entre guillemets. Hein. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vous retrouvez évidemment cette émission en podcast sur tous les réseaux.